propriétaire d'un campement qui s'appelle le Sarama, donc à Simal, là où vous êtes. Je vis en France et je partage mon temps entre le Sénégal et la France. Depuis quand vous avez connu le Sénégal? J'ai connu le Sénégal en 2008. J'y suis venue en vacances avec ma fille. Et voilà, ça a été un coup de cœur pour ce pays. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir, à vouloir venir découvrir le Sénégal? Depuis toute petite, je peignais l'Afrique sans jamais y avoir été, puisque je peins. Et tous mes dessins, tous mes tableaux, c'était l'Afrique et j'avais jamais mis les pieds en Afrique. Donc dès que j'ai eu l'opportunité, ben, je suis venue et j'ai choisi le Sénégal. Et comment vous avez découvert Simal? Ah, je faisais un périple en 4x4 et ça a été... on s'est arrêté à Simal 2 jours et j'ai aimé le charme de cette presqu'île et sa tranquillité. Il y avait une toute petite population à l'époque, c'était très tranquille. Bah, je suis tombée amoureuse de cette presqu'île. C'était en quelle année ça? En 2008, Ok. Depuis donc 2008, vous connaissez Simal. Comment vous avez trouvé cette localité? à quel niveau? Donc, comment vous trouvez Simal? Est-ce que l'environnement de Simal vous plaît? Parce que vous avez, après tout, vous avez décidé d'implanter un campement, on dirait un hébergement, un lieu d'hébergement. Je dirais à Simal, il y a une énergie particulière. La population est très retirée par rapport, bah, vous avez vu, hein, pour accéder à Simal, c'est compliqué. Donc il y a une tranquillité. On n'est pas parasité par énormément de touristes. On y vit tranquillement. La population est accueillante. Donc voilà, Simal, c'est comme ça que j'ai connu Simal. J'ai rencontré les vieux du village. En fait, c'est eux qui m'ont donné envie de rester à Simal par son histoire. Oui, depuis lors, vous n'avez pas cessé de chercher à connaître l'histoire de Simal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous connaissez sur l'histoire de Simal et puis aussi la vie en société? Alors sur l'histoire de Simal, ce que je peux vous raconter, quelqu'un d'autre le raconterait mieux que moi parce que moi je suis quand même, je suis pas chez moi ici, je suis chez vous. Je suis une invitée en fait. Hmm. Et ça fait longtemps que vous Mais connaissez ça fait Simal. longtemps que je suis là, mais moi je ne perds jamais de vue que je suis chez vous. Mais j'ai eu la chance de longuement discuter avec des anciens du village qui m'ont parlé de l'histoire. Comment, comment les terres ont été acquises par juste 3 personnes. Oui. Par le feu, puisqu'à l'époque, les terres étaient acquises par le feu. Donc 3 personnes se sont partagées les terres du village. Mais Monsieur Gorguifa, il sera bien meilleur que moi pour raconter cette histoire. C'est ça qui m'a donné envie de rester. Cette histoire qui est devenue, ce village qui est devenu le village des pêcheurs sérères qui se sont installés là. Et puis la vie a continué comme ça. La population a augmenté petit à petit. Et voilà, ce village est en 3 parties en fait, hein, Ok. appartenait qu'à 3 familles. Mhm. Et de 3 familles, en 2010, ils étaient 2000 habitants. En 2010, oui, en 2010, ils étaient à peu près 2000 habitants Mhm. sur à peu près 180 foyers, je crois. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, ils seraient 6000, 15 ans après. Et Ça ça se évolue vite développe là. si mal. Ouais. Puis ce qui est bien si mal, c'est que regardez, la quiétude des lieux. Et puis il y a un parc ornithologique aussi, puisque les oiseaux viennent se reposer aussi dans les mangroves de Simal, qui ont été plantés il y a à peu près... moi, quand je suis arrivée, les mangroves devaient être... la hauteur devait être à peu près 30 centimètres. Imaginez-vous 15 ans après, regardez ce que ça donne, hein. Mhm. Mais Alors, Véronique, cette localité que vous aimez tant, notamment les populations, rencontre beaucoup de difficultés qui sont souvent liées à l'accès, mais aussi à d'autres facteurs. Vous vivez en tout cas de temps en temps ici à Simal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces difficultés que rencontrent les populations? la première difficulté, c'est l'accès par le pont. Parce qu'il y a quand même il y a énormément de jeunesse et il y a de plus en plus de jeunes qui font des études, qui vont au lycée. C'est leur quotidien.
Aujourd'hui, ils n'ont plus de pont, n'ont plus d'accès pour aller à Flimela directement. Il faut qu'ils fassent des kilomètres et qu'ils contournent la presqu'île pour sortir sur la route de Diofior. Alors bon, ils y vont à pied, hein, mais c'est pas. Ils avaient mis en place un bus pour eux, c'était tout à fait récent. Le pont s'est écroulé, mais depuis 2016, on leur promet un pont. Et aujourd'hui, le pont n'existe plus. Il a été condamné parce qu'il devient dangereux. Donc on ne peut plus passer sur ce pont. Donc l'accès est vraiment difficile. Moi, je pense à la population. S'il y a une urgence, c'est compliqué, quoi. Et puis, ça freine le tourisme, hein, de toute manière. Mm. Parce que les gens qui viennent de Dakar, il y a beaucoup de jeunes Dakarois qui aiment venir aussi à Simal. Mais quand ils voient l'état du pont et qu'ils voient qu'il faut qu'ils fassent 5 km de plus, bah, ils s'en vont plutôt sur Nangan. Ah. Autre difficulté que ça, que le pont? Bah, moi, je trouve que ça crée une scission entre les deux villages de Fimela et de Simalin. Après, la difficulté, moi, je suis plus là au quotidien. Donc, il faudrait parler vraiment avec la population, avec les villageois, pour leur demander quelles difficultés aujourd'hui ils vivent avec ce pont. Parce que moi, l'année dernière, le pont était encore praticable. Ok. Après tout, vous êtes propriétaire d'un lieu d'hébergement. Quel est l'impact réel que l'accès difficile cause pour vous, tant sur le plan de cela qui viennent ou en tout cas sur l'économie qui doit ressortir en tout cas de l'exploitation de vos propriétés? Bah, sur l'économie, il y a un impact évident, puisque, comme je vous disais, de plus en plus, les jeunes Dakarois ne sortaient pas avant, ne connaissaient pas leur pays. Aujourd'hui, ils connaissent le Saloum et ils aiment des endroits tranquilles comme ça, où ils viennent en famille, où ils viennent à plusieurs, une quinzaine d'étudiants ou une dizaine d'étudiants. Aujourd'hui, ça a un impact parce qu'ils n'ont plus envie de venir. L'accès est trop difficile, donc bah, il y a forcément un impact économique. Par rapport aussi à la sûreté des propriétés, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut impacter négativement? La sûreté des propriétés. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que les prix en tout cas, qui sont proposés à ceux-là qui viennent et qui veulent en tout cas loger euh, peuvent leur permettre effectivement de rester longtemps aussi qu'ils veulent? Ouais, je n'avais pas compris dans ce sens-là, en fait. Mhm. C'est pour ça que ça m'a troublée. Mais le Sénégal évolue, la jeunesse évolue. Elle sait qu'économiquement, ça fonctionne comme ça. Donc, ils viennent. On est dans une zone qui est relativement accessible en termes de prix, en termes de tarifs. Donc, et c'est aussi pour ça qu'ils viennent dans cette zone, qu'ils viennent aussi à Simal. Tout le monde s'y retrouve. Véronique, nous sommes dans une zone où l'accès en tout cas au fleuve ou bien au bras de mer est facile. Est-ce que vous avez connaissance sur l'impact que ça peut créer par rapport à l'immigration? Parce que bon nombre de jeunes qui vivent dans ces zones-là choisissent d'emprunter en tout cas la mer à la recherche d'un avenir meilleur. Ah là, vous touchez un sujet sensible parce que c'est mon métier en France. Je suis directrice d'une communauté d'Emmaüs et j'accueille justement ces populations-là qui se retrouvent en grande précarité quand ils arrivent en Europe. Hein. Ils se retrouvent dans la rue, sans emploi. Donc, ma mission dans, dans ma communauté, mais il y en a d'autres, hein, nous sommes 124 communautés en France, c'est d'accueillir ces jeunes-là. Donc, ils sont complètement pris en charge par notre. Et effectivement, d'avoir cet accès au fleuve-là, ça leur donne envie de partir. Mais à mon avis, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Mhm. Quand je reçois tous ces jeunes, moi, qui sont en perdition, je ne peux que les accueillir. Selon vous, quelle serait la solution pour freiner en tout cas ce fléau qui attire beaucoup de jeunes? Ben, il faudrait que les gouvernements aident leur population. En quoi faisant? Eh ben, je pense que déjà en rendant vraiment l'école obligatoire, parce qu'on est toujours dans des zones où l'école n'est pas forcément obligatoire. Et je pense que si les jeunes faisaient des études un peu plus longues, ça leur permettrait d'évoluer autrement. Il faut une aide.
dans ces villages, absolument. Mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Parce que moi, plutôt que d'accueillir tous ces jeunes en France qui sont en grande difficulté, je préférerais qu'on vienne les aider ici pour leur amener des connaissances, des compétences, un partage de compétences. C'est ça l'avenir. Ces zones qui quittent pour la plupart l'Afrique pour l'Europe, une fois en Europe, rencontrent des difficultés, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux, en tout cas, de leur ouvrir la porte de l'Europe en leur facilitant l'acquisition des visas ou des passeports? Moi, je suis tout Parce à que fait... souvent, ce qui leur pousse à emprunter la mer, c'est les procédures. Les procédures pour avoir un visa ou un passeport sont souvent compliquées, si compliquées que certains préfèrent emprunter la mer. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faudrait, c'est donner l'accès au visa de travail pour la jeunesse, effectivement. On ne peut pas faire ça n'importe comment, de toute manière, parce qu'on ne peut pas accueillir non plus tout le monde. On le voit, on n'a plus de logement, on n'a plus la faculté d'aider tout le monde. Et je ne dis pas qu'il faut sélectionner, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'un visa travail, c'est-à-dire un jeune qui trouve du travail en France, on sait qu'il va travailler, lui donner l'accès effectivement plus facilement pour venir en Europe. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains ont une part de responsabilité à assumer par rapport à ce fleuve qui fait que les jeunes peinent à trouver de l'emploi, ces eux choisissent de partir? Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains ont une part de responsabilité à assumer par rapport à ça? Là, on rentre dans la politique. Et je vous avais expliqué que j'étais complètement apolitique. Mais bien évidemment, Oui. tous les dirigeants, que ce soit de n'importe quel pays du monde, sont responsables de ce qui arrive à leur population. Il faudrait qu'ils les accompagnent, qu'ils les aident davantage, qu'ils les écoutent surtout, qu'ils écoutent les besoins en fonction des zones et faire du cas par cas par rapport aux zones. Les zones ne sont pas les mêmes partout. Mais ça, c'est un autre débat quand même. Et j'ai pas suffisamment de connaissances politiques, hein, je vous avoue, parce que comme je vous ai dit, je suis complètement apolitique et je m'y intéresse pas. Mais de toute manière, je m'informe. Et ça m'empêche pas d'être dans un mouvement humanitaire et solidaire et d'essayer de faire de mon mieux pour, euh, pour que les jeunes qui arrivent chez nous puissent avoir du travail et une vie décente. Ah, moi, je les accueille pendant 3 ans pour leur donner toutes les bases. Et c'est moi-même qui monte les dossiers pour leur demande de titre de séjour. Quand ils ont leur titre de séjour, je les accompagne vers l'emploi. Et au bout de 3 mois, je les accompagne vers le logement. Et ils volent de leurs propres ailes. Ensuite, ils peuvent aider leur famille. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont nombreux, ceux-là que vous accueillez? Alors, moi, je fais partie des communautés Emmaüs de moyenne capacité. Donc, j'en accueille 37. Mais 37 continuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort au bout de ces 3 ans qui a son titre de séjour, il y en a un autre qui arrive. Donc, j'ai continuellement 37 personnes. Alors, Véronique, nous allons revenir sur Simal. En dehors des difficultés que rencontrent en tout cas les populations, Simal aussi contient des sites touristiques comme la mosquée Oui. et puis aussi le puits de El Hadj Omar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces endroits? Alors là, vous parlez de l'ancienne mosquée. Oui. La toute première mosquée qui a été construite à Simal. Cette petite mosquée, moi, quand je l'ai connue, elle était délabrée. Elle a été restaurée. Et c'est devenu maintenant un lieu touristique de Simal. Comme l'ancienne mosquée. La mosquée, en fait, de Simal vient d'être fermée. Tout comme le pont. Ils ferment le pont, ils ferment la mosquée. Parce que la mosquée est en train de s'effondrer. Donc, vous voyez, c'est mis en pétard, ça. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Je pense qu'il faudrait voir encore une fois Monsieur Gorgui Faye qui pourrait vous parler et de la mosquée et des puits, qui pourrait également vous parler
peut-être du yambala, qui est un arbre qui se retrouve. Il pourrait vous parler de cet arbre-là. C'est lui qui a toute cette connaissance. Et ça lui appartient à lui de pouvoir vous en parler. Alors, euh, est-ce que vous avez eu connaissance de l'histoire de Ndella Madior? Oui, comme tout le monde. On en a entendu parler, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, à ce que vous avez entendu parler? Euh, c'est un peu délicat comme histoire quand même, hein. Euh, c'est à l'encontre de mes valeurs, donc c'est compliqué pour moi de vous parler de cette histoire. Je la connais pas vraiment. Je ne sais que ce que j'ai entendu. Et donc, Qu'est-ce que vous avez entendu? alors moi ce que j'ai entendu, c'est que dans cette maison, il y avait un trafic d'enfants. C'est ce que j'ai entendu, mais je ne peux pas vous dire si c'est la vérité ou pas. Que des jeunes dakaroises venaient coucher dans cette maison et que les enfants étaient... enfin, qu'il y avait un trafic, quoi. Ah, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais que ça. Et je ne me risquerai pas d'aller plus loin. Oui, mais quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à ça? Mon appréciation à moi, Oui, mais oui. qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme appréciation? Je trouve que venir se planquer dans un village comme Simal déjà et venir faire un trafic humain, c'est déjà honteux. D'y associer des personnes du village qui sont fébriles et qui n'ont pas de travail, bah forcément, ça c'est encore user de personnes humaines pour faire un trafic d'humains. Moi, c'est à l'encontre de mes valeurs. Moi, j'accueille, j'essaye d'emmener les gens le plus loin possible, de les aider à s'en sortir, ouais, pour qu'ils s'en sortent, hein, pour qu'ils aient une vie décente. Et quand je vois ça, là, mais je peux même pas vous parler parce que les mots me manquent. Et puis peut-être que ça me provoquerait une colère, donc je préfère pas Oui, entrer sur ce sujet-là. je pose la question parce que c'est un peu contradictoire par rapport aux valeurs que l'on connaisse au village. Au village, c'est la solidarité, c'est le partage. Euh, Ces genres de pratiques sont très rares dans les villages ou bien dans des localités qui sont aussi ancrées dans les valeurs traditionnelles comme Simal. Je suis d'accord, monsieur, mais le problème c'est que c'était caché tout ça. Les villageois n'en avaient pas connaissance. Ils ne savaient pas, puisque d'après ce qu'on savait au départ, c'était des jeunes femmes, filles, mères qui venaient accoucher, qui venaient se refaire une santé et qui repartaient avec leur bébé. Donc les villageois n'étaient pas au courant de tout ça. On peut pas les rendre responsables de ce qui s'est passé dans cette maison. C'est pas possible. Surtout avec les valeurs de ce village, c'est pas possible. Aujourd'hui, l'affaire se trouve entre les mains de la justice. Pensez déjà que c'est une bonne affaire? Ah oui, oui, bien évidemment. Il faut que les personnes... Mais attendez, c'est un gros délit quand même. C'est une grosse affaire. On ne fait pas du trafic d'humains. C'est pas possible. On n'est plus... Attendez, ça vous renvoie pas à autre chose, ça? Ah non, non, non. Bien évidemment que les gens qui se comportent comme ça, il faut qu'ils soient jugés, punis, pour ne pas que ça se reproduise. Moi, c'est un sujet, ça. Mon Dieu. Non, non, elle n'est pas de si mal. C'est pas une personne. Non, non. Elle est venue construire ici. Au départ, elle voulait faire une radio locale. C'est pour ça qu'il y a une radio, une antenne. Oui, Elle est au-dessus de la venue, maison. oui, elle est venue ici pour faire une radio locale. Et elle voulait faire, il me semble, à ma connaissance, elle est déjà venue au Sarama, hein. Au début, quand elle venait, elle logeait là. Et il me semble que c'était aussi une boîte de nuit qu'elle voulait faire dans la zone, pour la zone. Mais en aucun cas, ce type d'activité, quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'image de Simal est ternie du fait déjà qu'on parle de cette affaire-là qui, en tout cas, qui englobe des pratiques tout à fait inhumaines? Moi, je pense que ça serait injuste que Ximal soit terni par cette affaire, parce qu'ils ne sont pas responsables de ça. Chacun prend ses responsabilités, ça lui appartient de là.
mais elle ne peut pas associer tout un village à ses pratiques. C'est pas possible. Donc que Simal soit terni par l'affaire de Ndella, ah bah c'est la première fois que je l'entends ça. J'en ai jamais eu connaissance qu'il puisse y avoir des retombées négatives sur le village à cause d'elle. Parce que c'est pas son village, elle n'est pas d'ici, elle. Hein. Elle a débarqué ici. Moi, je l'ai rencontrée, je suis arrivée un jour de France, elle était là, avec une équipe, et elle m'expliquait qu'elle voulait monter une radio. Mais elle n'est pas de Simal. Je pense pas que le villageois considère qu'elle soit de Simal, donc c'est dommage. Moi, au départ, je pense, alors, le peu que je connais de Ndella dans la zone, elle voulait un pouvoir politique. Elle voulait se présenter à des élections, alors lesquelles, je ne sais pas. Encore une fois, je vous dis, moi, la politique et moi, c'est pas mon truc. Oui, je sais, ça vous fait sourire, mais, mais c'est une réalité. Donc, je sais qu'au départ, il y avait quand même des enjeux politiques pour elle. Puis, cette histoire de radio qu'elle voulait monter, cette radio locale. Je pense, pour être connue, pour avoir de la notoriété dans la zone. Parce qu'elle n'est pas de cette zone. Elle n'est pas d'ici. Puis après, elle a voulu monter une boîte de nuit. Oui, Mais après, c'est justement pour ça que je pose la question, parce que vous dites qu'elle n'est pas d'ici. Donc, qu'est-ce qui l'aurait poussé à venir jusqu'à Simal? Je pense qu'il y avait peut-être à l'époque une place à prendre en politique. Il allait y avoir des élections, parce qu'il n'y avait pas de maire avant ici. Hein. C'était un président de communauté rurale, il n'y avait pas de maire. Donc peut-être que c'est ce qui l'a poussé à venir par ici, dans cette zone. Je ne peux pas répondre à sa place, pourquoi elle est venue, ce qu'elle voulait. Je ne suis pas dans la tête des gens, et puis je vais vous dire honnêtement, des personnes comme ça ne m'intéressent pas. Ah ben, elle avait tout intérêt pour s'intégrer dans ce village. Parce qu'on n'arrive pas dans un village comme ça sans y faire, enfin, sans y faire des choses quand même. Donc évidemment qu'elle avait tout intérêt pour se faire intégrer dans ce village, se faire connaître. Il fallait qu'elle aide. Hein. Enfin, si ça, pour aboutir à ça, je pense que les villageois se sont bien fait piéger là. Mais en aucun cas ils ont cautionné. Et ça, j'en suis persuadée. Si vous avez en tout cas un message que vous voulez lancer aux populations de Simal, au gouvernement du Sénégal, ou bien en tout cas autre chose que je ne vous ai pas demandé au cours de l'interview, je vous laisse libre parole. Moi, je voudrais seulement demander au gouvernement de se presser pour aider cette population et leur construire un pont. C'est nécessaire pour la jeunesse de Simal, mais aussi pour toute la population. Et de vite les mettre en sécurité avec une structure plus moderne et plus solide que ce qu'il y a là. C'est tout. Donc il faut que le gouvernement agisse, et vite. Merci Véronique. Je vous en prie, Ange.